Bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. Je suis tout heureux de vous accueillir dans cette nouvelle rencontre de sophisme et phénoménologie. Alors continuons le chemin. Il n'y a de montagne réelle, disions-nous, qu'à la façon d'une énigme. Il n'y a de montagne réelle qu'habitée par des mouvements invisibles, aussi essentiels les uns que les autres, qui ne cessent de s'activer et qu'il s'agit d'accueillir, de laisser se déployer. Il y a la montagne que je perçois, l'exemplaire d'une montagne toute possible. Ces rochers, ce sont bien ceux d'une montagne, non pas d'une colline, par exemple. Mais la montagne ne surgit, n'apparaît, ne devient présence. Elle ne surgit en ces rochers d'Aix-en-Provence qu'à la façon d'une énigme. Que pour autant que les différentes dimensions de cette montagne, au lieu de s'articuler selon la modalité du aller de soi, s'activent mutuellement, deviennent aussi absolues les unes que les autres, deviennent les dimensions d'une montagne à jamais à venir, à jamais énigmatique. Et chaque montagne, en ce sens, très singulièrement, est la réinvention de la montagne, et la façon dont cette montagne énigme, ici, très singulièrement, en ces rochers d'Aix-en-Provence, tout aussi absolument qu'en cette toile de Cézanne, c'est la façon dont cette montagne énigme prend chair et est accueillie. Il y a, disions-nous encore, le chant de cet oiseau que je perçois, l'exemplaire d'un chant d'oiseau tout possible, c'est bien le chant d'un oiseau que j'entends, que j'écoute et non pas autre chose, mais ce chant, est-ce que je l'entends au sens le plus fort du terme? Est-ce que je l'accueille dans son énigme? Est-ce que je laisse les mouvements silencieux se déployer en lui, s'activer mutuellement? Est-ce que je laisse mon corps accueillir cette énigme qui ainsi apparaît, qui ainsi se déploie dans le monde? Il n'y a de chant d'oiseaux qu'à la façon d'une énigme, il n'y a de montagne réelle, apparaissante, qu'à la façon d'une énigme. Et nous découvrions, ce faisant, cette idée extraordinaire que cette montagne que je vois, et d'une certaine façon je ne peux manquer de la voir toujours déjà encore, mais cette vision, il s'agit, disions-nous, de la libérer, de la laisser se déployer. Cette montagne, pour autant que je la vois, pour autant que je l'accueille dans son énigme, n'est en rien une chose enfermée dans sa toute possibilité, enfermée dans sa petite part, elle, de visibilité. Non, cette montagne est ce en quoi l'inépuisable surgit. Et c'est inépuisable lorsqu'il y a vision. Il ne surgit pas selon la modalité de la destruction de la montagne, comme s'il y avait des objets enfermés chacun en soi et ne pouvant accueillir l'inépuisable que selon la modalité de la destruction. Non, ce qui fait la réalité de cette montagne, c'est qu'en elle, très singulièrement, l'inépuisable surgit, se déploie à la façon très singulière de cette montagne. Et ce qui fait que cette montagne très singulièrement accueille en elle l'inépuisable et en ce sens ouvre le monde, ce qui fait que cette montagne très singulièrement surgit, l'ouvre cette montagne aux autres montagnes à venir, l'ouvre à toute chose, elle rayonne, elle laisse l'inépuisable se déployer à partir des mouvements invisibles qui surgissent en elle. Une montagne, ce n'est pas, disions-nous, ce qui un peu s'élève, ce qui un peu s'étend, ce qui un peu pèse, c'est tout à la fois ce qui absolument s'élève, ce qui absolument s'étend, ce qui absolument pèse. Une montagne est toujours encore en énigme d'elle-même, elle est toujours encore traversée par des mouvements à jamais à venir, des mouvements inépuisables qu'il s'agit d'accueillir. En ce sens, voir la montagne, c'est la laisser me communiquer son énigme, c'est la laisser en ce sens me communiquer son mouvement, c'est la laisser me nourrir, nourrir ma vie, nourrir le mouvement inépuisable de ma vie.
Il n'y a de montagne réelle qu'à la façon d'une énigme, il n'y a de chant d'oiseaux réel qu'à la façon d'une énigme. La montagne apparaît, elle n'est pas seulement une montagne dans la tête, et elle ne peut apparaître que parce qu'en elle, comme elle, très singulièrement, l'inépuisable se manifeste. Ce qui fait la réalité de la montagne, c'est son apparaître, l'apparaître de l'énigme qu'elle est. Et en cette énigme, c'est l'inépuisable qui se manifeste comme tel. L'inépuisable, je ne l'éprouve selon la modalité de la destruction que pour autant que je cherche à posséder les objets. Si cette montagne que je perçois, c'est une montagne toute possible, l'exemplaire d'une montagne toute possible, l'exemplaire d'une montagne censée aller de soi, alors nécessairement, lorsque l'inépuisable surgit, il ne peut surgir que selon la modalité de la destruction. Et pour une part, il s'agit toujours encore d'accueillir cette destruction, c'est-à-dire de dépasser cette illusoire autoconsistance des objets. S'il y a de montagne, s'il y a de la montagne dans le monde, c'est nécessairement nécessairement comme l'énigme à jamais que cette montagne est. C'est-à-dire qu'à partir de ce qui en est, elle est toujours encore à venir, qu'à partir de ce qui en est, elle est toujours encore en mouvement. Alors ce que je voudrais dans cette nouvelle rencontre, c'est continuer ce chemin avec vous en interrogeant plus particulièrement les différentes actions que nous sommes amenés à réaliser dans le monde. Y a-t-il des montagnes? Y a-t-il le chant de l'oiseau? Vois-tu la montagne? Entends-tu le chant de l'oiseau? Il y a, disions-nous encore, le plan de la signification, ce qui nous permet d'identifier, de comparer. Et puis il y a le plan du sens, et le plan du sens, c'est celui de l'énigme. Il n'y a de sens qu'à la façon d'une énigme. La montagne fait sens parce que quand elle surgit, comme l'énigme même qu'elle l'est. Le sens, c'est le chemin qui nous conduit non pas à la résolution de l'énigme, mais qui nous conduit à l'énigme elle-même. Ce qui est merveille, c'est qu'il y a l'énigme. Ce qui est merveille, c'est que l'inépuisable se manifeste. C'est que l'invisible surgit à la façon de cette montagne, à la façon de ce chant d'oiseau, à la façon de cette boulangère, de ce boulanger qui active le levain pour faire le pain, à la façon de cet individu en train de marcher, à la façon de ce soignant, de cette soignante qui s'approche de cette personne alitée pour la redresser. Qu'est-ce donc qu'une action? Mais nous pourrions, dans un premier temps, dire qu'une action, nécessairement, c'est une série de comportements. Des comportements sont effectués, un pas après l'autre pour cet individu qui marche, une série de mouvements du corps pour cette soignant qui s'approche de la personne alitée, et ces comportements sont unifiés dans une certaine représentation que nous faisons de ceci. Et vous entendez, si nous en restons à ce plan-là de description, au fond, l'action, elle est fondamentalement dans la tête, ce qui fait l'unité de ces comportements, de cette série de comportements que je suis en train d'effectuer. Ce qui fait l'unité de ces comportements, c'est une représentation dans la tête. De la même façon que nous disions que la montagne que je perçois comme l'exemplaire d'une montagne toute possible, ce n'est pas une montagne qui apparaît, qui surgit dans les rochers d'Aix-en-Provence ou dans cette toile de Cézanne, c'est une montagne en représentation, une montagne dans la tête. Que fait donc cet individu? Il marche. Il réalise une action possible, une action allant de soi. Il marche et non pas danse et non pas court. Mais est-ce cela une action? Dans la perspective que nous développons, il n'y a d'action qu'à la façon d'une énigme. Il n'y a d'action que lorsque les comportements que je suis en train d'effectuer sont habités de mouvements invisibles aussi absolus les uns que les autres, qui ne cessent de s'activer et qui font de l'action que je réalise en l'accueillant
une énigme. Il n'y a d'action qu'à la façon d'une énigme. En ce sens, toute réduction de l'action à l'effectivité d'une série de comportements auxquels nous pouvons donner telle ou telle signification perdent la réalité même de l'action, sa radicale subjectivité, pourrions-nous dire encore avec un certain Michel Henry. Perdent l'énigme, perdent ce qui fait de cette action que je réalise la plus simple ou la plus complexe, en fond, perdent ce qui fait de cette action que je réalise une énigme. Alors il nous faut déployer plus profondément cette problématique. Il nous faut sortir de toute approche, dirons-nous, mentaliste de l'action. Cette question du dépassement possible de toute approche de type mentaliste de l'action, c'est une grande question de la philosophie contemporaine. On peut relire pour une part, bien sûr, tout ceci est susceptible de tant de chemins d'interprétation. On peut lire pour une part tout le déploiement du mouvement du pragmatisme à partir de cette problématique. Comment les comportements que je réalise peuvent-ils être comme telle une action? Peuvent-ils comme telle être ce en quoi l'action de marcher surgit? L'action de faire le pas surgit. L'action de redresser cette personnalité surgit. Alors à ce moment-ci de notre réflexion, nous pouvons déjà dire ceci. Assurément, il ne peut y avoir d'action dans le monde. Une action ne peut apparaître au sens le plus fort du terme dans les mouvements même de cet individu en train de marcher, en train de préparer le levain, en train de redresser cette personnalité. Une action ne peut surgir que parce qu'elle n'est pas réductible aux représentations que nous pouvons en faire. S'il y a des actions réelles, elles ne sont pas dans la tête. Et donc la grande question, c'est comment, en ces comportements que nous effectuons, l'action de marcher peut surgir, l'action de faire le pain peut surgir, l'action de promettre peut surgir, l'action de redresser une personnalité peut surgir. Et un des concepts clés dans cette perspective, c'est bien issu du pragmatisme et celui de l'usage. Regardons cet individu en train de cuisiner. Il effectue une série de comportements. Je pourrais dire dans ma tête, j'identifie, ben oui, ce qu'il cherche à faire, c'est à préparer un repas. Cet individu cuisine. Mais on pourrait dire non, ce n'est pas cela cela ne suffit en aucune manière pour que les comportements qu'il réalise deviennent au sens fort l'action de cuisiner. L'action de cuisiner, c'est une certaine façon de faire. L'action de cuisiner implique ce que nous allons appeler des usages. Une façon de faire tout à la fois particulière et partagée avec d'autres. L'action de cuisiner implique le partage d'une certaine normativité. C'est ainsi que l'on fait de cet individu, lorsque je le regarde en train de cuisiner, je pourrais dire non, ça, ce n'est pas cuisiner. Bien entendu, au bout du terme, peut-être que le plat sera très bon, mais ce n'est pas comme cela que l'on cuisine. Regarde la cuisine dans quel état elle se trouve, regarde comment il fait avec la nourriture. On ne peut pas appeler cela cuisiner. Cuisiner, c'est une série de comportements, mais qui se déploient selon une série de façons de faire, une série d'usages, qui peuvent être plus ou moins limites. C'est donc l'action, nous avançons déjà dans notre réflexion en mettant en évidence le fait que l'action, elle implique à même le corps, elle mobilise le corps dans certaines formes d'habitudes, certaines façons de faire, susceptibles d'être apprise, susceptible d'être mise en question, débattue. L'action ne peut pas être réduite aux représentations que
que nous sommes en train d'en faire. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'action sans représentation, mais on dit que ce qui fait la réalité de l'action, c'est le partage plus ou moins inventif de certaines façons de faire, de certains usages. Alors cette question elle est centrale en philosophie. Tout un champ de réflexion sur la problématique de la parole est issu de cette grande question: comment les mots que je prononce peuvent-ils devenir, au sens le plus fort du terme, un acte d'affirmation, une promesse, un ordre, une déclaration. Je déclare la séance ouverte, dit la présidente du Parlement. Comment donc des sons peuvent-ils devenir des mots, peuvent-ils devenir des paroles, peuvent-ils devenir comme telle une promesse? Alors c'est une question essentielle, celle-ci, de savoir comment ces mots que je prononce peuvent devenir, au sens le plus fort du terme, une promesse. De la même façon que nous posions la question comment ces rochers d'Aix-en-Provence peuvent devenir, au sens le plus fort du terme, une montagne, comment une montagne peut surgir, devenir présence, apparaître à même ces rochers, devenir, au sens le plus fort du terme, ces rochers. La question qu'il s'agit de se poser alors ici, c'est comment ces mots que je prononce peuvent-ils devenir, au sens le plus fort du terme, une promesse. Il n'y a d'action de promettre que lorsque les comportements que je suis en train de déployer, les sons que je déploie, les mots que je prononce, deviennent, au sens le plus fort du terme, l'action de promettre. Telle est la grande énigme qu'il faudrait, qui ne cesse d'être interrogée de temps en temps de façon dans le champ de la philosophie. Vous entendez bien qu'au bout du compte, et là je suis aussi bien entendu fort inspiré par Derrida, ce qui se déploie ici implique une reprise inventive de Merleau-Ponty, de Michel-Henry, de Derrida aussi, et de tant d'autres, en dialogue notamment avec Austin, Habermas, Wittgenstein. Mais ce qui nous importe de bien comprendre, c'est que dans la perspective que nous développons ici, qui n'en est qu'une parmi d'autres possibles, dans la perspective que nous développons ici, ce qui fait la réalité même de cette promesse suppose que les mots que je prononce accueillent en eux cette promesse. La promesse est un acte d'incarnation. L'action de promettre se déploie à même les mots que je suis en train de prononcer, et cela implique, dans une perspective de type pragmatique, certaines conditions, un certain contexte, certaines façons de faire. Ainsi, par exemple, la présidente du Parlement ne peut faire une déclaration, ouvrir la séance du Parlement, que parce qu'elle est habilitée à le faire, que parce elle prononce ces mots dans un certain contexte, dans un certain temps, selon certaines modalités, qui font que ces mots deviennent comme tels déclaration de la séance du Parlement. Quelle merveille, cette problématique est centrale. Nous découvrons que avec les mots, nous ne faisons pas simplement que décrire les choses, nous pouvons faire des choses, nous découvrons la dimension performative du langage, nous pouvons faire des promesses, des ordres, ouvrir les séances du Parlement, déclarer unis par les liens du mariage ces individus. Nous découvrons que nous agissons avec les mots, que le langage est toujours encore porteur d'effets qui sont plus ou moins maîtrisables, et que le langage est aussi le lieu d'action, action d'affirmer, action de promettre, action d'ordonner. La présidente du Parlement ouvre la séance, elle dit « Je déclare la séance ouverte ».
La séance est ouverte, dit-elle. Et aussitôt, la séance s'ouvre. Par le fait même de le dire, la séance est ouverte. Mais voyez, le journaliste, quasi au même moment, là, dans les balcons du Parlement, qui dit la séance est ouverte. En fait, la présidente du Parlement et le journaliste disent la même chose, prononcent les mêmes mots, mais ces mots ne font pas la même chose. Le journaliste a beau dire la séance est ouverte, ce n'est pas cela qui fait que la séance du Parlement est ouverte. Il constate que la séance est ouverte, tandis que la présidente du Parlement, en disant la séance est ouverte, ouvre la séance. Et cela implique, disions-nous, des usages, des façons de faire. De la même façon, on pourrait dire, telle personne, écoute, dans ces conditions-là, ce que tu viens de dire, ce n'est pas une promesse. Oui, certes, tu avais l'intention de promettre, mais c'est dans ce contexte-là, dans cette façon de dire, ce que là même que tu as promis est aux limites de ce que promettre veut dire. Tes mots ne sont pas habités par l'action même de la promesse. Nous sommes de nouveau renvoyés ici à la vulnérabilité profonde de nos actions en tant qu'elles impliquent des usages, des façons de faire, et donc en ce sens sont susceptibles d'échouer. Ce n'est pas parce que tu avais l'intention que tu as promis, ce n'est pas parce que tu as l'intention d'ouvrir la séance du Parlement et que tu dis j'ouvre la séance du Parlement que la séance est ouverte. Et nous faisons déjà à ce moment-ci, nous avons déjà fait à ce moment-ci de notre méditation de grands pas. Les actions que nous réalisons ne sont pas des actions dans la tête, même si elles impliquent des processus de type représentationnel. Les actions impliquent l'engagement du corps d'une façon ou d'une autre dans des façons de faire. Des façons de faire plus ou moins inventivement partagées et qui font que les comportements effectués deviennent, au sens le plus fort du terme, telle ou telle action. Cette thèse est forte. Voyez, ce médecin s'approcher de moi, sa main va me toucher, c'est la main d'une soignante, c'est la main d'un soignant, mais ce n'est pas seulement une soignante, un soignant dans la tête. Cette main qui s'approche de moi devient la main d'une soignante, d'un soignant, parce que nous sommes dans un contexte particulier, parce que nous partageons des façons de faire. Donc cette main, dans un contexte impliquant des façons de faire plus ou moins inventivement partagées, des façons de faire partagées plus ou moins inventivement, de façon plus ou moins mécanique ou plus inventive, cette main devient la main d'une soignante, la main d'un soignant. Nous partageons dans ce contexte-ci des façons de faire, des façons de laisser nos corps entrer en relation. De la même façon que la présidente du Parlement ne peut ouvrir la séance du Parlement que dans certaines conditions. Mais cela suffit-il ? Cela suffit-il pour rendre compte de ce qu'est la réalité d'une action? Alors, dans la perspective que je désire développer avec vous, la réponse est négative. Donc, l'action, les actions que nous réalisons, ce ne sont pas seulement des actions dans la tête, mais ce ne sont pas seulement des façons de faire incorporées dans des habitudes, dans des usages, parce que ces actions-là, ce sont encore des actions possibles. Au fond, la présidente du Parlement, lorsqu'elle ouvre la séance, et entendez-moi bien, sur un certain plan, de fait, elle ouvre bien la séance, mais lorsque la présidente du Parlement ouvre la séance, au stade où nous en sommes ici, elle ne fait qu'effectuer une action possible.
Elle fait comme il faut pour que cette action possible, ouverture de la séance du Parlement, puisse être reconnue. Elle n'est pas seulement reconnue dans la tête, elle implique des façons cohérentes de faire, elle mobilise la subjectivité, une subjectivité incarnée, mais cela suffit-il? Suffit-il pour qu'il y ait l'action de promettre, mais que je prononce les paroles dans un contexte adéquat, que je partage une certaine que je déploie pardonnez-moi, que je partage une certaine façon de faire. Dans la perspective que l'on développe ici, la réponse est négative. Ultimement, cette action-là, même comprise en termes d'usage, est encore une action ultimement dans la tête. Cet individu qu'il marche, de fait, il marche d'une certaine façon. On peut dire que cela, c'est marcher, ce n'est pas courir, ce n'est pas danser, mais est-ce pour autant que la marche surgit en ce corps même en train de marcher? Cet individu promet, oui, il promet selon les usages, mais cela suffit-il pour que je m'éprouve en présence d'une promesse? Cela suffit-il pour que une promesse surgisse comme telle dans le monde? De la même façon qu'il y a la montagne que je perçois et puis la montagne que je vois, de la même façon qu'il y a le chant de l'oiseau que j'identifie et puis celui que j'entends, de la même façon qu'il y a cette pianiste qui joue de façon très mécanique cet impromptu de Schubert, et puis ce soir-là, cette façon dont cet impromptu de Schubert a surgi, et a surgi précisément en tant que sa propre énigme, en tant que traversée par des mouvements silencieux aussi essentiels les uns que les autres, qu'il s'agissait d'accueillir, de laisser être, de devenir. Mais de cette même façon, on peut dire que la moindre action, celle de marcher, celle de s'approcher de cette personnalité pour la redresser, ne peut être l'action réelle, qu'elle est qu'à la façon d'une énigme qu'habitée par des mouvements invisibles qui ne cessent de s'activer les uns des autres et qu'il s'agit d'accueillir. Dans un premier temps, l'action, je la décris comme cette action que je réalise en me confrontant dans le monde à ceux-là même qui me résistent. Et plus j'avance dans la description, plus je suis amené à décrire l'action comme porteuse d'une énigme, comme n'allant pas de soi, comme ce qu'il s'agit d'accueillir. Alors nous acheminons progressivement, ce faisant, dans cette idée qu'au fond, au cœur même de toute action, il y a le pâtis radical d'une énigme. Certes, cette action de promettre suppose que mon engagement, je suis engagé par cette action que je suis en train de réaliser. Aussitôt que j'ai promis, je suis tenu d'une façon ou d'une autre par cette promesse, mais ce qui fait la subjectivité de cette promesse, ce qui fait ma présence en cette promesse, se réduit-il aux usages que j'ai mis en œuvre? Non. Ce qui fait que je surgis en cette promesse, c'est que j'accueille en ces mots que je prononce ce que la promesse a d'énigmatique, a d'impossible, dira Derrida, que je reprends librement ici. Ce qui fait la promesse, ce qui fait même l'action de marcher à tous les niveaux. Ici, je mobilise différents types d'actions pour tourner autour de ce qu'on cherche à mettre en évidence. Il n'y a d'action, quelles que soient les diversités des actions, qu'à la façon d'une énigme. Ce qui fait l'action de promettre au sens le plus fort du terme, c'est qu'elle est habitée par une énigme. Ce qui fait l'action de donner, nous dira Derrida, c'est qu'elle est habitée par une énigme.
Ce qui fait l'action de redresser cette personne alitée sur le lit, ce qui en fait l'action, c'est qu'elle est, elle est une énigme. Je voudrais entrer profondément avec vous, de plus en plus profondément dans cette merveille, à savoir qu'il n'y a d'action qu'énigmatique, et que c'est cela qui fait la subjectivité radicale de l'action. Je deviens cette action de redresser la personne sur le lit, précisément parce que j'accueille en cette action une énigme, que je consens à accueillir ce que cette action a d'à jamais énigmatique. Alors, creusons, déployons encore, si vous me permettez, cette dimension d'énigme de l'action. Prenons l'exemple de cette soignante, de ce soignant qui s'approche de la personne alitée. Nous disions dans un premier temps que l'action de cette infirmière, l'action de cet infirmier applique des façons de faire, des usages, des rôles. Cette personne qui vient près de moi et me touche, c'est une infirmière, c'est une infirmier, c'est un infirmier. Et en même temps, nous devons dire que cette personne qui est ainsi en train de me toucher, ce n'est pas une infirmière en général, ce n'est pas un infirmier en général, c'est elle, c'est lui. C'est quelqu'un, c'est une subjectivité. Et déjà là, nous sommes confrontés à une énigme. De la même façon, la présidente du Parlement, c'est en tant que présidente, en tant que porteuse d'un rôle qu'elle ouvre la séance du Parlement. Mais c'est elle très singulièrement, qui ouvre la séance du Parlement. Et tel autre président ne l'aurait pas ouvert exactement de la même façon. On pourrait dire, oui, mais ce sont des détails. Ultimement, l'ouverture du Parlement a lieu. Non, précisément. Si nous voulons entrer dans la réalité même de l'action, si nous voulons accueillir l'action d'ouvrir la séance du Parlement comme une action au sens le plus fort du terme, il nous faut entrer dans ce qu'il y a en elle d'énigmatique. Et un des premiers moments de cette énigme consiste à dire que cette action, elle est à la fois le déploiement d'un certain rôle, hein, et l'engagement d'une vie subjective. Si tu dépouilles, et ne cessera de nous dire, Michel Henry, que je reprends librement ici, si tu dépouilles l'action de sa dimension radicalement subjective, tu perds la réalité de l'action, tu n'as plus que des processus en troisième personne, ultimement. Et donc déjà à ce moment-ci, nous voici confrontés à une énigme. Cet infirmier qui s'approche de moi, ne s'approche de moi que porteuse d'un rôle, mais c'est toujours encore quelqu'un qui s'approche de moi radicalement. Alors complexifions encore la problématique. Supposons que la personne qui s'approche de cette personne soit le père ou le frère. Je suis médecin, je m'approche de mon fils pour l'ausculter, mais je suis aussi son père. Je suis les deux à la fois. Alors déjà là, l'action se complexifie de façon considérable, parce que le mouvement même d'approcher le corps de l'autre avec ma main, le mouvement d'approche de l'autre, ce mouvement est le mouvement d'un père qui s'approche de son fils, et le mouvement d'un médecin qui s'approche de son patient. Et il nous faut bien comprendre l'enjeu. C'est que le père qui s'approche de son fils, ce n'est pas seulement un père dans la tête. Le docteur qui s'approche de son fils, ce n'est pas seulement un docteur dans la tête. Toute la question, c'est comment ces mains qui s'approchent ainsi de la personnalité deviennent-elles, très subjectivement, dans un monde partagé, traversé par des façons de faire, deviennent-elles la main d'un docteur qui est en même temps père? Comment donc ces rochers deviennent-ils montagnes? Comment les sons du piano deviennent-ils l'impromptu de Schubert? Comment ces sons dans la nuit deviennent-ils, au sens le plus fort du terme, l'apparaître d'un chant d'oiseau, une manifestation de l'inépuisable? Comment ces mains s'approchant de la personnalité deviennent-elles
les mains d'une soignante, d'un soignant qui par ailleurs est père, mère, frère, sœur, ami. Cette main ne peut devenir très singulièrement main d'une soignante, main d'un soignant qu'en accueillant une énigme, quelque chose qui ne va pas de soi. Et à ce moment-ci de notre réflexion, ce qui ne va pas de soi, c'est la rencontre même entre un rôle et ses attentes générales et la très singulière, le très singulier mouvement d'une existence. Mais cela ne suffit pas encore dans notre description, parce que ça pourrait laisser entendre qu'il y a au fond le rôle de soignant allant de soi, et puis la façon dont très singulièrement je vais être amené à le prendre en charge. Il y a l'action d'ouvrir la séance du Parlement, et puis la façon très singulière dont je vais prendre ce rôle en charge. À ce moment-ci de la description, on peut ouvrir, à partir notamment du philosophe sociologue Erving Goffman, le concept que je reprends librement ici, le concept de personnage. Au fond, il n'y a de présence que là où est assumée la tension entre ce qui fait la subjectivité de mon engagement et le rôle et ses attentes générales que je prends en charge. Si le médecin s'efface complètement derrière son rôle, mais c'est un processus anonyme que j'ai à faire. S'il ne s'efface pas, s'il est trop mis en présence, s'il se met trop en présence, c'est à lui que j'ai à faire, et de moins en moins à la soignante, au soignant. Tout l'art de la présence, c'est l'art de tenir l'énigme de cette rencontre entre la subjectivité d'une vie et la généralité des attentes et des rôles qui sont pris en charge. Mais cela suffit-il? Non. Non, parce qu'au fond, ces rôles qui sont ainsi pris en charge, ils sont encore trop décrits à ce niveau-ci de description, encore trop décrits comme des rôles allant de soi, comme s'il y avait le rôle de soignant allant de soi, et puis la façon très singulière dont, en contexte, je vais être amené à le prendre en charge. Mais ce n'est pas cela précisément, être soignant, être soignante, ce n'est pas cela l'action de soigner. Regardez, c'est cette soignante qui s'approche, ce soignant qui s'approche de cette personne alitée. Il va falloir la redresser. Cela implique un exercice musculaire fort. Il faut tenir, il faut la prendre en force dans les bras, il faut la redresser. Et en même temps, on ne la redresse pas comme on soulève une chose. Il faut être dans le contact, dans la sensibilité, dans l'écoute. Cette personnalité, on va aller dans une épreuve lourde, très lourde de sa vie. C'est-à-dire que les mains vont se rencontrer. Une rencontre va avoir lieu, des existences vont s'ouvrir l'une à l'autre. Il faut une grande douceur dans le mouvement de venir redresser le corps de l'autre. Alors, qu'est-ce donc que redresser le corps de l'autre en tant que soignante, que soignant? Mais c'est tout à la fois être dans l'exercice d'une force, il faut tenir, il faut la sécurité, il faut la capacité à prendre, et il faut la capacité à accueillir, à écouter, à recevoir. Et donc le mouvement de la soignante et du soignant doit se tenir dans quelque chose de très profondément énigmatique, de la même façon que la montagne de victoire, elle est tout entière en train de s'élever, de s'étendre et de peser, de la même façon que j'écoute ce quatuor de Beethoven absolument à partir du violoncelle, à partir du premier violon, à partir du piano. De la même façon, l'acte même de redresser le corps de l'autre en tant que soignante, en tant que soignant, est un acte inouï. Une merveille qu'il s'agit d'accueillir. Et c'est ainsi que je pourrais dire que de tel médecin, de telle infirmière, de tel infirmier, lorsqu'il est venu me toucher, m'ausculter,
que le médecin était là, très singulièrement, non pas en tant que ce qu'il est par ailleurs, un sujet actif s'affrontant à ce qui lui résiste, mais en tant qu'accueillant dans sa manière même de faire une énigme. Qu'en laissant cette énigme s'inscrire en lui, par sa façon même de faire, elle devenait très singulièrement médecin. Son corps en mouvement devenait, au sens le plus fort du terme, le corps du médecin, devenait le corps d'un médecin. Et donc, en ce sens, vous m'entendez, mais il en va de même pour toute action. L'action de soigner est à jamais légitime. Et en ce sens, et à chaque fois, une très singulière réinvention. On n'en aura jamais fini d'inventer, d'accueillir l'énigme même de ce que c'est que soigner. Et c'est une grande et très grave question de savoir si certaines conditions dans lesquelles l'exercice du soin est amené à se déployer n'opèrent pas une profonde dénaturation de l'acte de soigner. Y a-t-il encore ici des médecins, des soignantes, des soignants dans ces conditions-là? Il ne peut en fait y avoir de médecins, au sens le plus fort du terme, comme de toute autre action qu'à la façon d'une énigme. Alors, je désire encore déployer cette problématique, si vous le voulez bien. Dire qu'il y a d'une part le sujet censé être maître de lui-même, être actif et s'affrontant à ce qui le rend passif, et puis il y a le sujet en train de naître dans son action, en train de devenir son action, non pas d'effectuer tel ou tel comportement en vue de tel ou tel but, mais ce sujet en train de naître, d'être mis en jeu, en accueillant l'énigme radicale de ce qu'il est en train de faire. Cet individu-là, je le perçois, il marche. Les comportements qu'il effectue sont bien ceux d'un marcheur. Mais marcher, dans la perspective que nous développons ici, je reprends cela de Merleau-Ponty, entre autres, marcher, c'est une énigme. Merleau-Ponty a beaucoup travaillé cette problématique, notamment à partir de la sculpture de Rodin, l'homme qui marche, cet homme qui marche, en ayant les deux pieds à plat sur le sol. On pourrait dire, mais marcher suppose que tu as toujours un pied soulevé pendant que l'autre ne l'est pas. Mais là, l'individu, le marcheur de Rodin, c'est un marcheur qui a les deux pieds à plat sur le sol, comme si Rodin voulait, par cette façon même de sculpter son marcheur, introduire en nous, si nous consentons à voir, introduire en nous une énigme. Marcher, c'est à la fois s'appuyer sur le sol et en même temps, c'est se projeter. Et le marcheur de Rodin, eh bien, il est précisément déjà ici, encore ici et déjà là-bas. Il a les deux pieds à plat sur le sol, mais pas comme s'il était immobile, comme si, dit Merleau-Ponty, il enjambait le temps, comme s'il était tout à la fois ici et là-bas. De la même façon que la montagne est tout à la fois ce qui s'élève et ce qui s'étend et ce qui pèse, il y a une énigme dans la marche. Et c'est cela qui fait la réalité même de la marche, qui est identiquement sa subjectivité radicale, sa subjectivité incarnée. En ce corps en train de marcher, la marche en tant qu'énigme est en train de surgir. Et c'est ainsi que j'ai pu rencontrer telle personne qui, par sa façon de marcher, rayonnait de cela même qu'elle était en train d'effectuer. On n'était pas seulement au plan de la signification, que fait donc cette personne, elle marche, on libérait le plan du sens. Dans cette façon de marcher, l'énigme de la marche surgissait, une marche qui a jamais sa propre énigme, a jamais sa propre inépuisabilité, une marche qui rayonne, qui ouvre le monde. Le sens surgit comme une source intarissable. Voir cette personne marcher m'a donné tant de vie, m'a tellement nourri.
il n'y a d'action au sens le plus fort du terme qu'à la façon, d'une énigme. Et toute mise à mal de l'énigme est une mise à mal de la réalité même de ce que nous faisons, de sorte que lorsque les actions que nous réalisons sont réduites à des processus, à l'effectuation de processus tout possibles, lorsque dans cela même que nous faisons, des mouvements invisibles ne sont pas en train de s'activer les uns les autres inépuisablement, nous perdons la réalité même de ce que nous faisons. Et plus nous perdons la réalité même de ce que nous faisons, plus nous perdons l'épreuve de ce qui fait de chacune de nos vies des vies à la fois radicalement singulières et partagées. Nous perdons la présence même, du monde. Nous perdons l'apparaître. Car vous entendez, dans la perspective que nous développons ici, ce qui fait l'action de marcher, ce qui fait l'action de soigner, c'est que en ces actions, l'inépuisable surgit, se manifeste à la façon de cette soignante, de ce soignant, à la façon de cet individu qui est en train de marcher. Ce qui fait alors la subjectivité de mon action, ce n'est pas seulement le plan intentionnel de mon engagement en celle-ci, ce n'est pas seulement le plan du projet que je suis en train de réaliser, ce n'est pas seulement le plan des objectifs poursuivis. Ce qui fait la subjectivité fondamentale de l'action que je réalise, c'est la façon dont j'accueille l'énigme qu'elle est. C'est-à-dire que je suis en train de m'approcher de cette personne en tant que soignant, et cette action, elle me demande de prendre soin d'elle, et dans cette demande, le patient me demande de prendre soin de lui, d'elle, en tant qu'énigme radicale, non pas simplement en tant que patient parmi d'autres possibles. Il n'y a d'action que là où je surgis comme en responsabilité de celle-ci, comme en responsabilité de l'énigme fondamentale qu'elle est. De la même façon que la montagne Sainte-Victoire me dit « Regarde-moi », consent à me voir, consent à laisser les mouvements invisibles qui me traversent prendre chair en toi, deviens caisse de résonance. Je t'en prie, sois miroir de moi-même comme je suis miroir de toi-même. Laissons dans notre relation surgir l'inépuisable. De la même façon, ma responsabilité est une responsabilité lorsque je consens à accueillir l'énigme même de ce que je réalise, une responsabilité pour cela même que je suis en train de réaliser. Marcher en conscience, marcher dans l'éveil à ce que la marche a d'énigmatique, de merveilleux. Et lorsque je réalise l'action d'une façon telle que je l'accueille dans son énigme, alors cette action, au lieu de m'isoler des autres, qui sont alors autant de moyens en vue de réaliser mes objectifs, cette action me fait appartenir au monde. En elle, très singulièrement, l'accueillant dans son énigme, je m'inscris avec toute chose dans l'inépuisabilité même du monde. Ultimement, dans l'inépuisable comme tel, dans l'invisible comme tel. C'est en sens qu'on peut dire que la moindre action est merveille. Et merveille de l'inépuisable qui se manifeste en elle à sa façon, à chaque fois très singulièrement. Je voudrais terminer cette rencontre en décrivant cette femme, cet homme qui se prépare à la prière, qui effectue la prière. On va dire que fait donc cette femme, que fait donc cet homme. On va dire, tu le vois bien, il prie. Voici donc une série de comportements qui sont revêtus auxquels, pardonnez-moi, je donne telle ou telle signification, ceux d'une prière. Et cette action de prier, ainsi entendue, elle est réalisée
avec telle ou telle intention, en vue de ceci, en vue de cela. Elle implique des façons de faire, et en même temps, elle est toujours encore traversée par différentes intentions, par différents intérêts, par différents projets. Et on pourrait se contenter de décrire l'action de prier alors comme une action toute possible. Voilà, tel individu prie, tel autre individu prie, tel autre individu prie, comme il y a telle montagne, telle autre montagne, telle façon pour une montagne toute possible d'être reconnue. Mais ce n'est pas cela au sens le plus fort du terme prier. Et c'est en ce sens que dans les chemins spirituels, la prière ou la méditation ou toute autre activité apparentée peuvent être décrites comme des activités au sens le plus fort du terme. Comme si l'énigme même de ce qu'agir dans le monde était accueilli d'une façon extrêmement forte. Parce que dans cette activité de prier, je vais être à tel moment, plus ou moins profondément, selon l'histoire que je suis en train de vivre, cette activité de prier va cesser d'être une activité allant de soi. Plus j'entre dans la dynamique du sens, plus la prier devient une énigme. Une énigme qu'il s'agit d'accueillir, qu'il s'agit de laisser se composer, des mouvements invisibles s'activent, se déploient, et donc plus j'entre dans l'activité de prier, plus cette activité devient comme telle énigme, plus l'inépuisable surgit. Moi, je deviens celui qui est en possession de l'activité, de l'action qu'il est en train de réaliser, plus je deviens passif de cela même que je suis en train de réaliser. Plus je découvre que l'action de prier ne peut être l'action de prier que dans le consentement à ce qu'il y a en elle d'inépuisable, d'à jamais énigmatique. Je ne suis pas tant celui qui effectue l'action de prier que celui qui consent à devenir cette énigme. En ce sens, je suis amené à devenir serviteur de cette prière que je suis en train de réaliser. Ce n'est pas moi qui agis, moi en tant que sujet maître de sa maison. Ce n'est pas l'action de prier ne peut pas être réduite aux représentations que je m'en fais, ni aux usages que je suis en train de mettre en œuvre. Elle ne peut pas être réduite à tout cela. Elle est comme tel l'accueil d'une énigme. Et c'est ce Raphaël-ci qui vient à la prière, à qui il est demandé d'accueillir l'énigme de la prière. Comprenons, si je considère que prier va de soi, la question est celle-ci, est-ce que je vais être à la mesure, à la hauteur de cette prière ? Je viens à la prière avec tant de difficultés, tant de défauts, tant de distractions. Je voudrais être le sujet priant idéal. Mais voici que je découvre que cette façon même de me juger, de me comparer, fait de la prière, au fond, ce qui va de soi, et dont je suis plus ou moins à la hauteur. Et puis on entre dans le chemin, qui, là où on est, à chaque fois, nous demande, on entre dans ce chemin au sein duquel prier devient une énigme. Si bien que je ne vais plus dire c'est moi qui comme tel prie, c'est moi qui comme tel agis. Je découvre la prière comme un lieu de naissance et je ne peux devenir sujet de cette prière qu'en consentant à pâtir radicalement de ce qui en elle, cette prière radicalement me dépasse, me traverse. Devenir serviteur de la prière. Venez à la prière, non pas comme à une prière toute possible que vous allez plus ou moins bien effectuer, mais venez à la prière avec le corps qui est le vôtre en ce moment pour accueillir une énigme, si bien qu'au bout du compte, nous découvrons que ce qui fait notre surgissement dans la prière est identiquement notre dépossession radicale en celle-ci.
De la même façon que cette soignante, que ce soignant ne vont pouvoir devenir pleinement sujet qu'en consentant à pâtir radicalement de l'énigme qui surgit en eux, qui leur demande de prendre soin d'elle. Il y a la montagne que je perçois, la montagne que je vois. Il y a cette action que j'effectue, et puis cette action que je réalise, hein, au sens le plus fort du terme. Réaliser l'action, c'est la laisser surgir, c'est la laisser devenir réelle. Et elle ne devient réelle qu'à la façon d'une énigme, que comme un rendez-vous radical avec moi-même, que comme un lieu de passivité radicale. Il s'agit très activement de se rendre passif, d'accueillir les mouvements invisibles qui traversent cela même que je suis en train de réaliser, pour que cela même que je suis ainsi en train de réaliser, ou pour que cela même qui se réalise très singulièrement en moi, m'y faisant naître, soit ouverture du monde, soit manifestation de l'inépuisable, soit partage même de l'inépuisable. Vivre chaque action comme une louange, comme ce en quoi l'inépuisable se manifeste. Ce n'est pas moi qui agis, je surgis dans une passivité radicale, je deviens serviteur d'une énigme. Merci de tout cœur pour votre attention. Il me tarde de vous retrouver. Portez-vous bien.